Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Son fils adoptif l'a mise à la porte, sans savoir qu'elle cachait 9,5 millions de dollars. Margaret Williams était une femme de 78 ans, d'une douceur rare, à la voix apaisante et aux gestes mesurés. Ancienne enseignante de littérature dans une école publique du Michigan, elle avait consacré plus de 40 années à éveiller les esprits des jeunes, leur transmettant non seulement l'amour des mots, mais aussi des valeurs d'empathie, de patience et de courage silencieux. Elle n'avait jamais été le genre de professeur à hausser le ton. Au contraire, sa simple présence suffisait à imposer le respect. Elle vivait avec discrétion, presque effacée, mais ceux qui avaient eu la chance de croiser son chemin se souvenaient toujours d'elle avec une forme de reconnaissance muette. Margaret n'aimait pas les projecteurs. Elle préférait les couloirs calmes des bibliothèques aux salles de réception, les actes discrets aux promesses bruyantes. Elle aidait souvent dans l'ombre, une enveloppe glissée anonymement dans une boîte aux lettres pour une famille en détresse, des livres achetés pour un élève en difficulté, des heures passées à accompagner des enfants immigrés dans l'apprentissage de l'anglais après les cours. Son mari, Thomas Williams, était un homme discret lui aussi, mais brillant. Ingénieur de génie, il avait développé plusieurs systèmes de filtration industrielle écologique, largement utilisés aujourd'hui dans les grandes chaînes de production alimentaire et dans des zones sinistrées. Il ne cherchait pas la reconnaissance publique et laissait volontiers les autres s'en attribuer le mérite. Lorsque Thomas mourut d'un infarctus, 20 ans plus tôt, Margaret ne laissa rien paraître. Elle reprit simplement ses activités, plus silencieuse encore. Peu de gens savaient que Thomas avait laissé derrière lui une fortune colossale. Grâce à des investissements judicieux, à ses brevets déposés à l'international, et à un partenariat avec une entreprise suisse, Margaret était devenue multimillionnaire du jour au lendemain. Mais jamais elle n'avait changé de mode de vie. Elle habitait toujours la petite maison de plain-pied en bois clair, au nord de Grand Rapids, dans un quartier calme bordé d'érables rouges. Sa voiture, une Ford Tempo bleue de 1991, tournait encore vaillamment. Elle cousait et tricotait ses propres écharpes, faisait ses conserves, et avait toujours dans sa poche un paquet de mouchoirs en tissu brodé. Son seul luxe visible ? Une grande étagère remplie de livres anciens, dont beaucoup offerts par ses anciens élèves, et un fauteuil en cuir usé près de la fenêtre, où elle passait des heures à lire, les mains jointes sur ses genoux, dans le silence tiède de l'après-midi. Mais ce que Margaret chérissait par-dessus tout, ce n'était ni ses biens ni ses souvenirs, c'était Ethan. Elle l'avait adopté alors qu'il n'avait que 6 ans. C'était un enfant brisé, au regard farouche, que les services sociaux lui avaient confié après plusieurs familles d'accueil ratées. Sa mère biologique était toxicomane, absente, et ses premières années avaient été faites de cris, de négligence, de faim, et de peur. La première fois qu'il avait mis les pieds chez elle, Ethan ne parlait presque pas. Il avait volé une boîte de biscuits dès le premier soir et dormait avec ses chaussures, prêt à fuir à tout moment. Margaret ne s'était pas offusquée. Elle avait simplement laissé la porte entr'ouverte, chaque nuit, pour qu'il voie qu'il pouvait sortir, ou rester. Peu à peu, à force de patience, d'histoires racontées au coucher, de repas pris ensemble en silence, d'étreintes légères mais régulières, elle avait appris à reconstruire ce petit être blessé. Elle ne lui avait jamais demandé de lui dire « Maman ». Il l'avait fait de lui-même, un matin, en lui tendant une pomme avec un sourire timide. Elle en avait pleuré toute la journée sans qu'il le sache. Elle lui avait offert une enfance stable, une éducation solide, des études, de la tendresse et un modèle de bienveillance. Elle l'avait soutenu à chaque étape de sa vie, ses échecs scolaires, ses premiers amours, ses doutes professionnels, toujours présente, toujours patiente. Ethan, avec le temps, était devenu un jeune homme intelligent, ambitieux, mais aussi de plus en plus distant. À mesure qu'il grandissait, il semblait oublier d'où il venait, comme si l'amour et la stabilité qu'on lui avait offert devenaient indus. Margaret ne disait rien. Elle regardait son fils devenir adulte avec fierté, mais aussi avec une pointe d'inquiétude. Car dans ses yeux, elle lisait parfois une ombre qu'elle ne reconnaissait plus, celle de l'ingratitude. Et pourtant, elle continuait de l'aimer comme au premier jour. Ethan Williams, désormais âgé de 35 ans, menait une vie que beaucoup qualifieraient de stable, voire enviable. Diplômé en communication,
il occupait un poste bien rémunéré dans une agence de marketing numérique à Détroit, où il gérait des campagnes publicitaires pour des marques de vêtements et de tech. Il portait des chemises cintrées, conduisait une Tesla louée à son nom, et parlait de « branding émotionnel » et de « stratégie algorithmique », comme s'il avait inventé le concept. Mais derrière ce vernis professionnel, quelque chose s'était érodé en lui. Il appelait Margaret de moins en moins souvent, et lorsqu'il le faisait, c'était par automatisme, entre deux réunions avec un ton sec, expéditif. Il ne posait plus de questions sur sa santé, ses lectures ou ses journées. Ce n'était pas de la méchanceté, non. Plutôt une forme d'indifférence installée, inconsciente. Ethan avait glissé, lentement, dans un monde où la réussite se mesurait en likes, en montres suisses, et en nombre d'abonnés LinkedIn. Et puis, un jour, il rencontra Jessica Monroe. Jessica était tout ce que Margaret n'était pas, bruyante, élégante, exigeante, et toujours en représentation. Fille d'un investisseur raté et ancienne candidate à un concours de beauté local, elle avait appris à séduire dès l'adolescence. Elle savait lire les failles, flairer l'ascension, s'infiltrer dans la vie d'un homme comme un poison lent et parfumé. Elle comprit très vite que Margaret représentait un obstacle. Cette vieille femme sans maquillage, qui lisait des romans de Steinbeck dans un fauteuil élimé et servait des plats trop simples, n'était pas compatible avec son rêve de « maison design », de dîner entre couples influents et de vie mondaine. Mais Jessica était maligne. Elle ne suggéra pas tout de suite l'expulsion. Non. Elle se montra douce, polie, compatissante. Elle proposa d'aider Margaret à cuisiner. Elle parla de « prendre soin d'elle », de « l'aider à organiser ses affaires ». Et surtout, elle installa lentement mais sûrement une distance émotionnelle entre Ethan et sa mère. « Tu sais, lui glissa-t-elle un soir, ta mère a eu sa vie. C'est normal qu'elle te laisse construire la tienne maintenant. Tu ne trouves pas que tu mérites un peu plus d'espace, un peu d'indépendance ? Ce n'est pas égoïste, Ethan. C'est juste la vie. » Ethan n'était pas un monstre. Il ne haïssait pas sa mère. Mais à force de ces phrases murmurées avec douceur et de gestes calculés, il finit par douter de ses propres sentiments. Il commença à voir Margaret comme un fardeau, un frein, une anomalie dans son nouveau style de vie. Et c'est ainsi qu'un soir, dans la cuisine encore baignée d'odeurs de jasmin, alors que Margaret versait de l'eau bouillante dans une théière anglaise fêlée qu'elle utilisait depuis 30 ans, Ethan entra. Il était nerveux, mais déterminé. Jessica était assise dans le salon, jambes croisées, une coupe de vin blanc à la main, feignant de lire un magazine de décoration. Margaret leva les yeux avec tendresse. « Tu veux une tasse, mon chéri ?» Mais il détourna le regard. « Écoute, Mom. Jessica et moi avons besoin d'intimité. Ça devient compliqué avec toi ici. Il y a un établissement pour seniors à 2 blocs d'ici. Tu pourrais y être bien installé. C'est moderne, sécurisé. Tu serais mieux là-bas, vraiment. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Margaret fixa son fils. Elle ne trembla pas. Elle ne pleura pas. Elle sentit pourtant son cœur se fendre en deux, lentement, comme une vieille branche qu'on plie avec cruauté. Elle savait ce que cela signifiait. Il ne l'appelait plus maman, mais Mom, comme on appelle une connaissance qu'on essaie de ménager. Il n'y avait plus d'amour dans sa voix. Juste de la gêne. De la lassitude. Alors, elle reposa la théière, en essuya la poignée avec un chiffon, se redressa et dit calmement. « Très bien, Ethan. Si c'est ce que tu veux, je partirai demain matin. » Elle sortit ensuite de la pièce, la tête haute, le pas lent mais assuré. Jessica souriait derrière son magazine, comme si le monde allait enfin rentrer dans l'ordre. Mais ce qu'elle ignorait, ce que ni elle ni Ethan ne savaient, c'est que Margaret Williams était bien plus qu'une vieille femme silencieuse. Et qu'il venait de fermer la porte, sur 9,5 millions de dollars. Le lendemain matin, le soleil filtrait à peine entre les rideaux lorsque Margaret Williams ferma doucement la porte d'entrée de sa propre maison. Elle portait une valise ancienne en cuir brun, râpée sur les bords, et un petit sac à main qu'elle tenait serré contre elle. Aucun mot, aucun adieu, aucune larme. Son dos était droit, digne, même si son cœur pesait lourd. Chaque pas sur l'allée pavée sonnait comme une fracture silencieuse. Dans le salon derrière elle,
Jessica riait à une émission de télé-réalité, un smoothie à la main. Ethan, lui, ne s'était pas levé. Il ne l'avait pas raccompagnée. Margaret monta seule dans le taxi qu'elle avait réservé la veille. Le chauffeur, un jeune homme à la voix douce, tenta un sourire. « Vous partez en vacances, madame ?» Elle hocha la tête, les yeux posés au loin. « Non, je rentre chez moi. » Chez elle, désormais, ce serait une petite pièce lumineuse attenante au Saint-Mary's Compassion Center, un couvent modeste situé au cœur de Grand Rapids, qu'elle connaissait bien pour y avoir été bénévole pendant près de 15 ans. Lorsque les sœurs la virent franchir la porte, valise en main, elles comprirent aussitôt. Sister Grace, une femme dans la soixantaine au regard doux et aux mains toujours pleines de farine ou d'herbes médicinales, l'embrassa tendrement. « Tu n'as pas besoin d'expliquer, Margaret. Ici, tu es attendue. » Elle s'installa dans une chambre modeste, un lit en bois, une petite table en pin, une fenêtre donnant sur le jardin des sœurs, où poussaient des tournesols, des lavandes et des tomates cerises. Elle posa sa valise dans un coin, s'agenouilla brièvement, puis s'assit dans le silence, le regard perdu. Pas de colère. Pas de haine. Juste une profonde fatigue d'âme. Les jours qui suivirent furent simples, presque paisibles. Margaret retrouvait des gestes familiers, couper du pain pour la soupe populaire, lire à voix haute pour les enfants du quartier, arroser les plantes du jardin. Chaque soir, elle écrivait des lettres. À qui? Nul ne le savait. Peut-être à Thomas. Peut-être à elle-même. Peut-être au monde qu'elle regardait s'éloigner doucement. Elle ne parla jamais de l'incident. Ni du rejet. Ni de l'humiliation. Ni du fils qui l'avait chassé. Cela restait enfermé en elle, comme un souvenir figé dans le marbre. Pendant ce temps, Ethan et Jessica transformaient la maison familiale en un espace digne d'un magazine de décoration. Le vieux mobilier avait disparu, remplacé par des canapés italiens, des tables en verre trempé, des rideaux motorisés. Les photos encadrées de Margaret avaient été rangées dans un carton au sous-sol, à côté des couvertures brodées et de la vieille théière au jasmin. Ils achetèrent une BMW neuve, changèrent le revêtement extérieur de la maison, installèrent un home cinéma, et commencèrent à organiser des soirées mondaines avec leurs collègues. Jessica aimait s'exhiber dans la cuisine ouverte en expliquant à ses invités que la maison appartenait à Ethan depuis toujours. Ils étaient convaincus que Margaret n'avait rien. Pour eux, elle n'était qu'une vieille dame sans ressources, vivant désormais dans une institution quelconque, peut-être avec l'aide de l'État ou de l'Église. Ils pensaient qu'il hériterait naturellement de la maison, du peu d'argent qui restait, et qu'elle finirait ses jours dans l'oubli. Mais ils ignoraient tout. Car Margaret Williams possédait bien plus qu'une maison. Elle était à la tête, discrètement, d'un patrimoine estimé à 9,5 millions de dollars, soigneusement dissimulé au fil des années, avec une intelligence froide et une précision héritée de son mari, Thomas. Ce dernier, bien avant sa mort, avait insisté. Le monde ne voit pas toujours ce qui a de la valeur. Un jour, tu devras le protéger, même contre ceux qu'on aime. Et Margaret avait protégé. Elle détenait des actions majoritaires dans une entreprise énergétique durable basée à Seattle, qu'elle avait achetée pour presque rien grâce au conseil de Thomas. L'entreprise avait depuis explosé en bourse. 2 propriétés, l'une dans le Vermont, un ancien chalet transformé en résidence de vacances, et une autre en Caroline du Nord, louée discrètement à des artistes en résidence. Un compte offshore ouvert à son nom aux îles Caïmans, contenant plus de 3,2 millions de dollars. Et surtout, un coffre à la banque Jefferson et Compagnie, que Thomas avait mis à son nom, contenant des lingots d'or et des certificats d'obligation d'État dormant depuis plus de 20 ans. Aucune de ces richesses n'avait été révélée à Ethan. Pas par mesquinerie, mais par conviction profonde. Margaret croyait que l'argent, s'il n'était pas accompagné d'un cœur bon et généreux, devenait poison. Elle avait espéré que son fils resterait fidèle à ses valeurs. Qu'il saurait, même dans l'aisance, honorer la tendresse de son enfance. Elle avait voulu croire qu'il serait cet homme droit et attentionné qu'elle avait essayé de façonner, jour après jour, livre après livre, repas après repas. Mais il avait échoué. Et maintenant, elle savait ce qu'elle devait faire. Non pas par vengeance. Mais pour donner un sens à son silence.
2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Margaret Williams avait quitté sa maison avec une valise en main et le cœur meurtri. Le temps n'avait rien effacé. Il avait seulement affaibli son corps, lentement, insidieusement. Le diagnostic était tombé un matin d'automne, cancer métastatique du pancréas. Le médecin, un homme délicat, avait parlé avec prudence, mais Margaret avait compris aussitôt. Elle avait hoché la tête calmement, puis elle était rentrée au couvent Saint-Mary's Compassion Center, sans un mot. Elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Elle savait que son heure approchait. Mais avant de partir, elle avait une dernière chose à accomplir. Un dernier choix à faire. Un acte qui allait déterminer ce que laisserait son nom dans le monde. Assise dans sa chambre, un rayon de lumière tombant sur ses mains ridées, elle écrivit plusieurs pages à la main. Elle les relut 3 fois, les plia soigneusement, et les scella dans une enveloppe. Puis, elle demanda à Sister Grace d'appeler son avocat de toujours, Maître Daniel Brooks, un homme de confiance, rigoureux et loyal, qui connaissait Margaret depuis plus de 30 ans. Le lendemain, Maître Brooks arriva au couvent, vêtu sobrement, une mallette à la main. Il salua les sœurs avec respect, puis s'assit face à Margaret, visiblement ému par sa fragilité. « Margaret, êtes-vous certaine ?» lui demanda-t-il, après avoir parcouru le document qu'elle lui avait remis. « Je n'ai jamais été aussi lucide, Daniel, » répondit-elle, la voix claire malgré la douleur. « Je veux que ma fortune aille à ceux qui en ont réellement besoin. Les orphelinats, les femmes sans abri, les hôpitaux communautaires, les centres d'éducation pour jeunes filles. Et si jamais mon fils cherche à contester, lisez-lui cette lettre. » Elle lui tendit l'enveloppe, puis signa le testament de sa main tremblante, dans un silence sacré, presque solennel. « Il n'a pas su hériter de mon amour, » murmura-t-elle. « Alors il n'héritera pas de mon or. » Quelques semaines plus tard, Margaret s'éteignit paisiblement dans sa chambre, entourée des sœurs, bercée par les notes d'un concerto de Chopin qui jouait sur un vieux lecteur CD. Une bougie parfumée brûlait doucement sur sa table de chevet, et un châle tricoté de ses mains recouvrait ses épaules. Sister Grace, en pleurs, lui tenait la main. « Tu peux partir en paix, Margaret. Tu as tout donné, à commencer par ton cœur. » Elle s'en alla sans un bruit, comme elle avait vécu. Discrète. Profondément digne. Inoubliable. Les funérailles furent sobres mais émouvantes. Les sœurs, les enfants du quartier, quelques anciens élèves, et même des inconnus venus de loin, tous ceux qu'elle avait aidés sans jamais rien demander en retour étaient présents. Certains pleuraient, d'autres priaient, d'autres encore tenaient dans leurs mains un livre ou une lettre signée de sa main. Mais au fond de l'église, Ethan et Jessica étaient là aussi. Jessica, ennuyée par la lenteur de la cérémonie, regardait sa montre d'un air las. Ethan, quant à lui, restait figé, un air vague sur le visage. Il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait. Peut-être du malaise. Peut-être du regret. Mais certainement pas du chagrin. Il pensait à la maison. Aux éventuels comptes bancaires. Aux bijoux anciens. Il se disait que Margaret avait dû leur laisser quelque chose. Forcément. Mais ce n'est qu'après la cérémonie que la vérité leur fut révélée. Dans le bureau boisé et feutré de Maître Brooks, l'ambiance était lourde. Jessica feignait la contenance, croisant les jambes nerveusement, tandis qu'Ethan fixait l'avocat avec une impatience à peine dissimulée. Maître Brooks ouvrit une chemise cartonnée, prit une profonde inspiration, puis déclara. « Monsieur Williams, je suis désolé. Votre mère a fait des choix très clairs. Elle a légué l'intégralité de sa fortune, soit 9,5 millions de dollars, à diverses fondations caritatives. Il ne reste aucun bien matériel ou financier à votre nom. » Jessica blêmit. Elle écarquilla les yeux, ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. Ethan, lui, ne bougea pas d'un millimètre. « Elle vous a toutefois laissé ceci », ajouta l'avocat en tendant une enveloppe cachetée. Ethan l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une lettre manuscrite, à l'encre noire. L'écriture élégante et douce de Margaret. Il lut à voix basse, les mots résonnant comme une gifle dans le silence de la pièce. « Mon cher Ethan, je t'ai aimé comme mon propre fils. J'ai veillé sur toi, nuit après nuit. J'ai cru en toi quand personne d'autre ne le faisait.
Mais l'amour ne suffit pas, quand le respect disparaît. Tu m'as mise à la porte de la maison que j'avais bâtie pour t'offrir un avenir. Tu as tourné le dos à tout ce que je t'avais enseigné. Tu n'as pas été cruel. Tu as été indifférent, et c'est parfois pire. Je ne te souhaite aucun mal. Je te pardonne. Mais je lègue mon héritage à ceux qui sauront en faire bon usage. Car l'argent, comme l'amour, ne peut être confié qu'à des mains justes. Adieu, Ethan. Margaret. Ethan resta pétrifié. Il ne parla pas. Il ne pleura pas. Il ne comprit qu'enfin, trop tard, ce qu'il avait vraiment perdu. Jessica, elle, se leva brusquement, reprit son sac, et quitta la pièce sans un mot, sans un regard, sans un remords. Ce jour-là, Ethan comprit que sa mère ne lui avait pas seulement retiré une fortune. Elle lui avait retiré sa foi en lui. Il n'avait pas seulement perdu un héritage. Il avait perdu une seconde chance. Et c'était là, la véritable pauvreté. Après la lecture du testament, le monde d'Ethan s'effondra en silence. Pas dans un grand fracas spectaculaire, non. Plutôt comme une fissure lente dans un mur de verre, invisible aux autres, mais qui finit par tout briser de l'intérieur. Il ne retourna pas immédiatement chez lui. Jessica avait déjà vidé l'armoire, vidé le compte commun, et quitté la maison comme elle y était entrée, sans amour, sans attache. Ethan ne la chercha pas. Il ne ressentit ni colère ni trahison. Il comprit simplement qu'elle avait toujours été un miroir de sa propre suffisance, de son aveuglement. La maison, celle de Margaret, qu'il avait cru conquérir, était devenue pour lui une prison vide, trop grande, trop silencieuse, pleine de fantômes. Les pièces fraîchement rénovées lui semblaient froides, étrangères. Il ne supportait plus d'y vivre. Il l'a mis en vente. Lorsque l'agent immobilier lui demanda: « Vous êtes certain de ne rien garder? Un souvenir peut-être? Une photo, un meuble ?» Ethan secoua la tête. Il savait que rien dans ces murs n'était à lui. Il avait tout pris, sauf l'essentiel. Rongé par le remords, Ethan connut des mois de dérive intérieure. Il perdit du poids, dormit mal, évita ses amis. Dans les rares conversations qu'il entretenait, il ne parlait jamais de sa mère. Pas par honte. Par douleur. Chaque fois qu'il pensait à elle, il revoyait son regard calme, ce regard du soir où elle avait dit simplement: « Très bien, Ethan. Si c'est ce que tu veux, je partirai demain matin. » Il réalisa que ce n'était pas seulement Margaret qu'il avait rejetée. C'était tout ce qu'elle incarnait, la bonté, la patience, l'amour inconditionnel. Puis, un matin gris d'hiver, sans l'avoir vraiment prémédité, Ethan prit le bus et descendit devant le St. Mary's Compassion Center. Il ne portait plus de blazer, plus de montres brillantes. Juste un manteau usé et un carnet dans sa poche. Il entra dans le hall, les mains moites, le cœur battant. Une jeune sœur lui demanda: « Puis-je vous aider ?» Il répondit avec hésitation: « J'aimerais voir Sister Grace. Si elle veut bien me recevoir. » Quelques minutes plus tard, la religieuse apparut dans le couloir, les traits vieillis, mais le regard inchangé. Elle le reconnut immédiatement. Et contre toute attente, elle sourit. « Je savais que tu viendrais, un jour, » murmura-t-elle. Ils s'assirent dans le jardin d'hiver du couvent. Ethan parla peu, mais assez. Puis, d'une voix brisée, il dit: « Je sais que je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Mais, peut-être que je peux encore devenir l'homme que Margaret aurait été fière d'aimer. Je veux aider. Bénévolement. Nettoyer, distribuer des repas, n'importe quoi. » Sister Grace hocha lentement la tête, les yeux brillants. L'amour véritable ne commence pas par un mot parfait, Ethan. Il commence par un geste sincère. Et ainsi commença une nouvelle vie. Ethan devint bénévole régulier, sans en parler à personne. Chaque matin, il portait des cagettes au marché solidaire. Il servait des assiettes chaudes à des sans-abri, aidait les enfants à faire leurs devoirs dans un petit local près de la chapelle. Il faisait profil bas. Il n'attendait ni remerciement, ni pardon. Mais peu à peu, le poids sur sa poitrine devint moins lourd. Il se surprit à rire avec une petite fille qui bégayait. À écouter un vieillard raconter ses souvenirs.
À recoudre un manteau troué. Il ne cherchait plus à être admiré. Il cherchait à réparer. Un an plus tard, Sister Grace l'invita à visiter un nouveau bâtiment, situé à quelques rues du couvent. Il venait d'ouvrir. Sur la façade, en lettres dorées, une inscription. Margaret Williams Center for Hope. Un lieu pour les enfants oubliés du monde, et pour ceux qui cherchent à se souvenir de ce qu'est la dignité. Ethan resta figé. Au centre de la cour, une plaque en marbre blanc trônait, entourée de rosiers et de lavandes. Elle a été rejetée par celui qu'elle avait aimé, mais elle a offert son cœur à des milliers d'enfants oubliés. Margaret Williams 1945 à 2023. Une mère. Une guide. Une lumière. Ethan sentit les larmes monter. Il ne se cacha pas. Depuis ce jour, chaque année, à la date de l'anniversaire de sa mort, il revient. Il dépose un bouquet de pivoine blanche, les fleurs préférées de Margaret, qu'il a lui-même appris à cultiver. Il reste là quelques minutes, sans parler. Parfois, il ferme les yeux. Parfois, il murmure une prière. Et puis, sans bruit, il repart. Il ne possède pas de fortune. Il ne possède plus de maison. Mais il cherche à hériter d'autre chose. D'un modèle. D'une force douce. D'une bonté exigeante. Il s'appelle Ethan Williams. Et il n'a pas hérité d'un empire. Mais chaque jour, il essaie d'hériter du cœur de Margaret.